Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes sur Perles de Culture dans la séquence Je file au cinéma et ce matin avec mes trois invités, mes trois compagnons, je vais vous présenter Christéros. Nous l'avons vu tous les quatre et nous vous donnons notre avis. Laurent Dandrieux, vous avez dit dans Spectacle du Monde que c'était cette histoire des Christéros, c'était l'histoire en quelque sorte des chouans du Nouveau Monde. Oui, ce qui rend d'autant plus étonnant et invraisemblable qu'elle soit si peu connue, y compris en France, et qu'elle n'ait jamais été portée au cinéma. C'est la première fois qu'un cinéaste se penche sur la question. Quelle question? Replantons le décor. Alors, ça se passe au Mexique en 1926. Les révolutionnaires sont au pouvoir depuis les années 10. Ils ont adopté en 1917 une constitution extraordinairement anticléricale, un anticléricalisme farouche et fanatique, qui n'a jamais été totalement appliqué parce qu'ils considéraient que le rapport de force n'était pas favorable. Et donc là, il y a un nouveau président, qui est le président Calles, qui décide que le moment est venu d'éradiquer le catholicisme au Mexique. Et donc, non seulement il applique cette constitution de 1917, mais il promulgue des lois qui sont extraordinairement contraignantes et qui finalement reviennent à mettre l'Église sous tutelle et à cantonner le catholicisme dans la sphère privée. Au fin fond des catacombes. Voilà. Et donc, dans un premier temps, les catholiques se mobilisent pour réagir de manière pacifique par des manifestations, des processions de réparation, des pétitions, un boycott économique du gouvernement. Tout ça n'a aucun effet, si ce n'est que de déclencher une répression extrêmement féroce. On tire sur la foule. Et on tire sur les prêtres. Et on fusille des prêtres sans jugement. Et petit à petit, on va basculer, effectivement, le peuple mexicain va basculer dans la résistance armée, et ce sera ce mouvement des Christéros qui va résister militairement au pouvoir entre 1926 et 1929. Et c'est donc cette histoire que raconte le film. 90 000 morts. Oui, alors c'est très difficile à estimer, c'est une évaluation. Un ordre de valeur. Voilà, qui est peut-être basse d'ailleurs, mais dans la mesure où cette histoire a été soigneusement camouflée et interdite par le pouvoir mexicain. Il faut rappeler que le parti révolutionnaire institutionnel qui a mené cette répression terrible, cette guerre civile, a été au pouvoir au Mexique jusqu'en 2000. Et il y est revenu en 2012, je crois. Enfin, c'est un règne sans partage extrêmement long. Et donc, cette histoire, effectivement, est très peu connue et repose sur assez peu d'archives, finalement. Et tous les étudiants de langue espagnole française n'ont jamais rien appris de cette histoire. On a beaucoup appris sur la République espagnole, sur la guerre civile. Les Christéros, je n'en avais jamais entendu parler, j'ai pourtant fait 4 ou 5 ans d'espagnol. Quel est votre avis sur le film Laurent Dandrieux? Alors, je trouve que le film, d'abord, est un bon spectacle. C'est un western efficace, bien fait, avec des acteurs qui ont beaucoup de charisme, notamment le général qui dirige l'insurrection des Christéros, qui est joué par Andy Garcia. Général Garostieta. Voilà, qu'il compose d'une manière à la fois très sobre et très puissante. Donc cette histoire-là est très bien servie par ce récit, avec effectivement le côté extrêmement émouvant et poignant des événements qui sont décrits, avec une petite faiblesse, c'est qui n'est pas petite quand même, c'est que c'est une histoire qui dans la réalité se termine mal, et très mal, puisque sous la pression malheureusement de la hiérarchie catholique, les Christéros vont rendre les armes sans avoir rien obtenu. Signer la paix. Et en échange d'une très vague promesse d'amnistie. Or, effectivement, le pouvoir mexicain ne respectera pas sa parole. Les Christéros ayant rendu les armes seront systématiquement massacrés. Et malheureusement, le film se termine sur l'idée que des accords sont signés, on va retourner une forme de liberté religieuse qui, en fait, dans les faits, était extraordinairement restreinte, et l'Église s'est retrouvée effectivement à nouveau sous contrôle et sous tutelle. D'ailleurs, le seul film qui évoque ces choses-là avant Christéros, c'est un film de John Ford qui date de 1936, qui s'appelle Dieu est mort, qui est une adaptation d'un merveilleux roman de Graham Greene qui s'appelle La puissance et la gloire, où Henry Fonda, qui est un prêtre catholique mexicain,
ça se passe dans les années 30, donc, est encore dans la clandestinité, est obligé de fuir pour éviter d'être fusillé. Donc c'est dire qu'effectivement, les accords de 29 n'ont absolument rien réglé. Donc la fin du film, malheureusement, est un petit peu optimiste parce que probablement les producteurs ont voulu ménager une sorte de happy end à l'américaine. C'est le rôle du bon critique de souligner que l'histoire ne s'arrête pas là, au dernier clap, et que ça a continué de façon tragique. Ce qui est assez tragique, c'est que malheureusement, j'ai lu un certain nombre de critiques de confrères qui ne connaissent rien à cette histoire, et ils sont excusables parce qu'effectivement, à part 2 livres en français, elle est très mal connue. Deux livres, citons-les. Le livre de Hugues Kérali. Alors, le premier livre pionnier, c'est le livre de Jean Meyer qui a publié un petit livre extrait de sa thèse sur le sujet en 1974. Jean Meyer qui réédite 2 livres sur le sujet à l'occasion de la sortie du film. Et effectivement, Hugues Kérali a publié en 86, moi c'est à cette époque-là que j'avais découvert cette affaire. Et ce livre est réédité. Un livre enquête qui est réédité aux éditions de l'Homme Nouveau. Aux éditions de l'Homme Nouveau. Très bien. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, un certain nombre de critiques qui ne connaissent absolument rien à cette histoire vous expliquent solennellement que ce film est très mauvais, car il est complètement, écrit d'un point de vue chrétien, donc c'est forcément complètement faux et manichéen. Et donc on vous écrit ça noir sur blanc, et donc ça prouve que le film est catastrophique. Bien sûr. Puisque c'est chrétien, c'est pas bon. C'est vrai que les critiques sont assez drôles, et c'est d'ailleurs très intéressant de regarder sur les sites de critiques qu'on n'a pas besoin de citer, les critiques des 3 ou 4 journaux qui en ont déjà sorti, je pense au Monde, à Première, etc., qui sont affligeantes. Ah oui. C'est 1 étoile et demie au mieux. Et celles des spectateurs qui sont pour le coup généralement très bonnes, parce qu'ils ont compris que même si le film n'est pas absolument extraordinaire, bon c'est un western, vous l'avez dit, moi je ne suis pas un grand fan des westerns. Dans la catégorie western, il est très réussi. C'est un bon western, voilà. Mais ce qui fonctionne dans ce film, c'est que c'est une histoire vraie, et donc ça prend aux tripes, forcément. Et ça prend d'autant plus aux tripes quand on connaît la dimension tragique de l'histoire, parce que ces gens qui sont soi-disant des grands rénovateurs du Mexique, ce sont en fait des marxistes le parti révolutionnaire dit institutionnel adhère à l'internationale socialiste, aujourd'hui encore, comme le PS français d'ailleurs. Et ce sont des gens qui cherchent à arracher les habitants, les citoyens au déterminisme, cher à Vincent Payon. Et puis ça n'est pas une guerre civile au sens où on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas 2 clans qui s'affrontent, c'est un gouvernement qui fait la guerre à son peuple. Et ça c'est très impressionnant, et c'est très bien mis en valeur dans le film. Et qui, à mon avis, offre une présentation historique extrêmement claire, extrêmement limpide des événements, à part ce petit bémol. Surtout qu'il y a un deuxième aspect, c'est que au-delà du fait qu'on s'en prenne à la religion, qui est bannie de toute la sphère publique, on interdit les processions, etc. On a même renvoyé le nonce du pape, ce qui est quand même assez fort. Mais il y a aussi une réforme agraire qui est extrêmement puissante au Mexique, et qui fait que pour la classe paysanne en particulier, pauvre ou moyenne, on leur arrache leurs terres et leur foi, ce qui est absolument épouvantable. Et là où l'histoire prend encore plus sa dimension épouvantable, c'est que ces gens-là seront massacrés. On a des photos, par exemple, de lignes de chemin de fer où vous voyez à chaque poteau un Christéros nu, pendu. C'est quand même extrêmement fort. Vous imaginez quand vous voyagez, que vous prenez le train, paf, des pendus à tous les poteaux. Bon, c'est quand même fort. Et ce sont des gens qui sont ensuite les catholiques mexicains restés dans une espèce de pseudo-clandestinité, puisque cette constitution de 1917, qui était une des premières constitutions communistes au monde, s'applique encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les lois anticatholiques ne sont pas appliquées, mais les lois n'ont pas valables. été abrogées. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Maxime. Roman, votre impression? Alors, on a mentionné brièvement Andy Garcia, c'est une production américano-mexicaine. Et je pense que les petites critiques qui ont fusé ça et là s'expliquent en partie parce que c'est une production américaine aussi. Je peux vous préciser, Roman, c'est une production américaine, mais financée par un milliardaire américain. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est tout de même rare. Et c'est un milliardaire américain qui a décidé de mettre sa fortune au service de sa foi et qui est donc allé chercher un très bon réalisateur, 2 très bons acteurs aux États-Unis. Et on peut préciser que le film est sorti en 2012 aux États-Unis et qu'il a donc fallu attendre 2 ans en France de ce que j'appellerais de la censure, pour pouvoir voir ce film qui est quand même... Dans quelques dizaines de salles. Dans quelques dizaines de salles, qui retrace quand même une histoire qui est absolument méconnue et qui, à mon avis, met bien en exergue la réalité du monde dans lequel on vit. Absolument. Mais donc l'aspect américain qu'on retrouve, c'est
Moi, je trouve que, évidemment, dénoncer la répression du gouvernement mexicain, du président de l'époque, était louable. Ce qui manque du coup, c'est l'analyse un petit peu, comment le président, comment le régime arrive à se justifier ça à lui-même. Ouais. C'est assez absent, on a l'impression qu'il veut juste casser du chrétien. C'est cet aspect. Je crains que ça n'ait été la réalité. Mais c'est ça, c'est mais ça. La question, c'est pas comment lui-même le ressent, mais comment il veut le justifier. Mais il les justifie parce que les chrétiens sont des terroristes, les chrétiens alors il parle de subversion étrangère, alors qu'évidemment on est dans le contexte de la montée du communisme en Russie et puis un peu partout dans le monde en fait. Les chrétiens sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est toujours cette même rhétorique révolutionnaire qui utilise la réaction légitime des gens à l'oppression en disant mais vous voyez bien que ce sont des gens violents et que donc il faut les éradiquer. Donc il y a une inversion des choses. Petit rappel, en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray, en 1905, au moment de la loi sur les inventaires, la population entoure la basilique de Sainte-Anne pour éviter que les gouvernements rentrent dans la basilique. Eh bien, le gouvernement envoie des régiments de soldats pour protéger, soi-disant, la basilique des atteintes des catholiques. Et ce sont les catholiques qui sont présentés comme des dangereux. C'est quand même très étonnant. Le retournement, toujours. C'est quelque chose qu'on voit bien d'ailleurs dans cette série des années 70 qui s'appelait, dont j'ai oublié le nom, Au bonheur de Dieu, vous savez, tiré du roman de Jean d'Ormesson. Ouais. Et il y a le premier épisode, il y a 6 ou 7 épisodes, sur les inventaires qui est justement tout à fait dans cet esprit. Et n'oublions pas de rappeler que certaines personnes de la Manif pour tous sont considérées comme des dangers publics. Et donc, à leur égard, on applique des règles comme à l'égard de dangereux criminels. Sur le côté américain du film, effectivement, ça se traduit par un certain nombre de facilités hollywoodiennes, bien que je pense que ça reste un spectacle de grande qualité. Mais c'est quand même intéressant de revenir sur un aspect de l'histoire, c'est le soutien des États-Unis à la répression du gouvernement mexicain. Et pourquoi ce soutien ? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, le gouvernement révolutionnaire mexicain est un gouvernement théoriquement nationaliste et donc qui aurait dû logiquement privatiser l'exploitation pétrolière, ce que évidemment les Américains ne voulaient pas, et donc les Américains ont fait pression sur le gouvernement. Fournissent des armes. Nous vous laissons massacrer vos catholiques, nous vous aidons à le faire en vous donnant un soutien financier et militaire et logistique, et en échange, vous nous laissez la mainmise sur le pétrole. Et ça, c'est très bien montré dans le film, effectivement, où la personnalité qui est à la manœuvre pour téléguider la hiérarchie catholique mexicaine et la convaincre de forcer les cristeros à déposer les armes, c'est l'ambassadeur américain au Mexique qui s'appelait Dwight Morrow et qui est vraiment le grand artisan souterrain de la défaite des cristeros. Toute comparaison avec d'autres conflits étant totalement purement fortuit, bien naturel. Totalement fortuit. Alors, moi, je voudrais donner mon avis. J'ai trouvé que ce film était absolument magnifique. C'est l'histoire tout de même de 3 conversions. La conversion du général Gorostieta, dont la femme et les filles sont catholiques, mais lui est un libre penseur et il s'engage en fait pour la liberté de conscience et rien d'autre. Mais il s'engage comme mercenaire quand même au départ. Il s'engage comme mercenaire, il s'ennuie dans son industrie de savon et on le comprend, c'est un général. Deuxième conversion, tout de même, ce petit schnappant, ce merveilleux personnage, José Luis Sanchez, qui va être béatifié et puis sanctifié, qui se comporte très mal et qui, au début du film, envoie des œufs à la tête du prêtre et qui va être converti par ce prêtre qui s'adresse à lui et qui va ignorer cette bêtise. Et cette très jolie évolution de ce jeune garçon qui va finir par donner sa vie pour le Christ en criant Viva Cristo Rey. Et qui effectivement a été béatifié, puisque le personnage est historique, a été béatifié par Benoît XVI. Et puis, troisième personnage que j'ai trouvé très impressionnant, ce sont les parents qui vont accepter le martyre de leur fils, qui vont accepter que leur fils donne sa vie
pour le Christ. Et là, on pourrait dire effectivement, on pourrait craindre le côté que ça représente un côté un peu hagiographique. Or, quand vous lisez les ouvrages de Jean Meyer et Duc Kérali, ils citent des lettres de parents qui effectivement qui sont merveilleuses d'esprit de sacrifice et d'abnégation et qui comment dire, s'estiment bienheureux d'avoir donné leurs enfants, d'avoir sacrifié leurs enfants pour la cause du Christ roi. On est tout de même à un très très haut niveau de réflexion et de C'est un mouvement, Jean Meyer la qualifie de révolution mystique, et je pense qu'effectivement le titre est amplement mérité, et cette histoire est d'un point de vue spirituel absolument bouleversante. Bouleversante. Moi j'aimerais citer un chiffre, si vous le permettez, Anne. Il y a 31 États au Mexique. En 1937, dans 17 de ces 31 États, il n'y a plus de prêtres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Nous voilà arrivés à la fin de ce programme. Il se donne, chers téléspectateurs, dans 61 salles. Précipitez-vous. Il faut que ce film dure dans les salles, et donc vous avez toute capacité à augmenter la durée de ce film en salle en répandant cette nouvelle, et il faut voir ce film. Merci beaucoup à tous les trois. Amis téléspectateurs, à une prochaine séance de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée à la littérature de jeunesse, Chouette un livre. Et aujourd'hui, Chouette a deux sens, c'est aussi la Chouette d'Athéna qui va nous guider pendant un quart d'heure pour parler de mythologie grecque. En effet, comment familiariser les jeunes lecteurs avec la mythologie grecque, c'est ce que va nous expliquer mon invité, Annie Colonia, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Qui était donc enseignante de lettres classiques, après de longues études consacrées au grec et au latin à l'École normale supérieure, et qui publie en ce moment énormément d'ouvrages, dont ce petit livre qui va être le centre du débat, complètement mytho. Et avant d'être complètement mytho, je vais vous présenter quelques autres livres sur la mythologie grecque. Donc un premier album signé Françoise Rachmul et Charlotte Gastaud, Dieux et déesses de la mythologie grecque. C'est un très bel album qui est tout à fait intéressant pour les enfants entre 5 et 9 ans à peu près. Entre 5 et 9 ans, donc Dieux et déesses de la mythologie grecque, c'est au Père Castor. Un autre livre qui montre que les mythes ne sont pas arrêtés dans la région d'Athènes ou sur l'Olympe, que les mythes grecs ont duré et façonné toute notre histoire de l'art. Donc c'est un livre de Marie Berthera chez Bayard, Les mythes racontés par les peintres. C'est un très bel ouvrage, je ne sais pas si on peut l'ouvrir, où vous avez un tableau et à côté un petit texte expliquant ce tableau. Voilà pour deux très beaux albums. Et en effet, la mythologie, ça n'est pas la vieille tante acariâtre à qui on apporte des macarons à Noël en lorgnant sur les lingots qui sont sous le matelas. La mythologie grecque, pour moi, c'est une cousine un peu espiègle qui va vous conduire dans un grand jeu de pistes qui traverse non seulement la Grèce, mais toute l'Europe, à la rencontre de personnages et de héros absolument éternels. Donc, Annie Colonia, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé votre petit livre complètement mytho. Parce qu'au début, on pense complètement mytho, c'est complètement foldingue. Mais pas du tout, c'est un livre tout à fait scientifique, sous ses aspects très drôles. Alors, dites-moi justement, Annie Colonia, à qui s'adresse cet ouvrage ? Eh bien, il s'adresse avant tout à de jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, aux élèves qui en 6e vont découvrir ce que l'on appelle les textes patrimoniaux, c'est-à-dire évidemment Homère, Ovide et les grands mythes. Mais il s'adresse aussi à tous les amateurs de mythologie qui voudraient soit rafraîchir leur mémoire, soit découvrir ces récits dont on parle beaucoup et dont on a encore la trace dans le vocabulaire. Par exemple, être médusé. Tout à fait. Que signifie médusé ? Eh bien, on le découvre en rencontrant le héros Persée et en découvrant comment il a tranché la tête de la méduse qui pétrifiait tous ceux qui la regardaient. Bien sûr. Alors, vous vous mettez dans la peau de Moïra. Moïra va interroger les dieux, et les dieux d'abord, les enfants de Gaïa, puis les dieux de l'Olympe. Et dans une troisième partie
je dis pas des petits dieux, non, des dieux qui sont moins connus, mais très, très efficaces et très utiles. Donc Moira tutoie les dieux, et pourtant ce n'est pas de la presse people. Donc elle parle, chaque dieu va parler de lui à la première personne, raconter un petit peu sa vie. Alors parlez-nous de Moira, s'il vous plaît. Alors évidemment, Moira est un artifice pour faire entrer le lecteur dans ce monde merveilleux, ce monde fabuleux de la mythologie. Il faut bien dire que ce monde a une vie quotidienne, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que dieux et déesses vivent comme les hommes, ils naissent, bien qu'ensuite ils soient immortels, mais ils grandissent, ils ont des aventures, beaucoup d'aventures, des exploits, mais aussi des aventures sentimentales, des enfants, des rencontres, donc c'est tout un univers passionnant. Et pour permettre d'entrer dans cet univers, j'ai choisi de donner la parole à Moira. Donc Moira, c'est une enquêtrice, mais c'est la première enquêtrice de l'humanité, car Moira en grec signifie la portion, la distribution, le lot que chacun d'entre nous recevons au moment de la naissance. Les Romains les appelleront les parques, ces divinités qui veillent sur notre univers. Et donc, Moira, par définition, sait tout, connaît tout, et peut rencontrer tout le monde, toutes les divinités. Donc, elle va aller sur l'Olympe, mais aussi sur Terre, ou même aux enfers, elle descend aux enfers, pour rencontrer les divinités et jouer l'enquête, c'est-à-dire leur poser des questions, ce qui fait que chaque divinité se présente à la première personne en expliquant son histoire. Elle parle d'elle et puis en même temps de ses relations avec tous les dieux et déesses qui l'entourent en fait. Donc il y a beaucoup de petits cancans, de petites histoires, de petites vacheries quelquefois qui sont... Voilà, donc vous avez... toutes authentiques. Voilà, exactement. Toutes vous avez bien compris, l'enjeu était de garder un contenu extrêmement littéraire et précis. Beaucoup de mes récits sont directement inspirés des grands auteurs antiques. J'ai choisi ici les auteurs grecs, puisque évidemment la mythologie, elle est avant tout grecque. Donc Homère, bien sûr, mais également des auteurs tragiques comme Euripide, ou bien des auteurs moins connus peut-être du grand public. Et j'ai adapté ces textes-là. Je les ai retraduits moi-même, je les ai adaptés pour en faire une lecture évidemment plus agréable pour un lecteur d'aujourd'hui, disons plus moderne. Voilà. Mais encore une fois, le contenu est vraiment le contenu d'origine. Par exemple, Homère, j'aime beaucoup l'Iliade, c'est un texte extraordinaire. À relire chaque année. À relire sans cesse. C'est l'auteur pour moi qui a tout inventé. Et la façon dont il parle de ces héros, dont il parle des dieux, parce que les dieux et les déesses interviennent dans le combat, bien sûr. C'est passionnant. Donc parfois, il m'a suffi à peine de changer quelques mots, de simplifier pour un lecteur moderne, mais j'ai voulu garder toute la saveur du texte homérique. Et Moira en permet justement de mettre en valeur le texte lui-même. Et vous allez même jusqu'à citer à chaque fois un tout petit passage en grec, donc avec la traduction de l'autre côté. Donc c'est vraiment agréable pour les jeunes élèves ou les jeunes adolescents qui voudraient se lancer dans l'étude du grec mais qui n'osent pas, qui lisent donc complètement mytho. Alors, quel est votre personnage préféré finalement ? Alors, oui, un mot du grec. Du grec. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de grec, ça peut paraître exotique, c'est beau à voir, hein, les lettres qu'on connaît, comme la lettre pi par exemple, ou l'oméga. Donc, pour la beauté même de ces quelques lignes, et également pour ceux qui ont fait du grec, redécouvrir cette langue. Donc, justement, mon personnage préféré, c'est Hypnos. Hypnos en grec ancien, que l'on connaît à travers des mots hypnotisés, par exemple. C'est donc le sommeil. Et il fait partie de ces divinités que j'appelle des divinités de service.
Au sens, on dirait aujourd'hui, les services à la personne, des fonctionnaires, si vous voulez. Oui, voilà. C'est-à-dire, ce sont des divinités dont on ne parle pas souvent, parce que dès qu'on pense à la mythologie, évidemment, on pense aux grands dieux de l'Olympe, hein, les 12 canoniques, sous la présidence, si je puis dire, de Zeus, le père des dieux et des hommes, le roi des dieux. Mais on oublie qu'autour de ces grandes divinités vit une foule de divinités. Alors, je n'aime pas dire secondaires, parce qu'elles ne sont pas secondaires, ni annexes. C'est pourquoi je préfère les appeler des divinités de service. Parce qu'elles se définissent par une fonction. Oui. Et par exemple, Hélios, le soleil, a pour fonction de traverser le ciel et d'apporter la lumière. Éos, l'aurore, au doigt de rose. Voilà, quand on a fait un peu de grec, on se souvient tous de ce merveilleux adjectif rhododactylos. Oui. L'aurore au doigt de rose, c'est très beau comme image, qui touche de ses doigts le ciel et la terre et qui apporte donc ce ton rosé, en même temps qu'elle verse la rosée d'ailleurs avec un vase. Donc Éos a pour fonction d'annoncer son frère Hélios. Et voilà, mon préféré, c'est Hypnos, parce qu'il a la capacité de s'insinuer dans la tête de chacun d'entre nous pour apporter le sommeil. Et il a des enfants. Alors ça, c'est Ovide, le grand poète latin qui reprend les auteurs grecs, qui dit de Hypnos qu'il a plus de 1000 enfants, qui sont les songes, dont un, celui qu'on connaît tous, qui est Morphée. Morphée, en grec, c'est la forme, et Morphée a la capacité de se transformer en tout. Alors, avant de nous laisser aller au bras de Morphée, nous allons écouter un extrait de votre livre, lu par un comédien, et c'est même la présentation du plus grand des dieux, de Zeus. Je suis le seigneur de l'univers, le père Zeus qui voit tout dans le ciel et sur la terre. Il me suffit de hocher la tête ou de froncer les sourcils pour que le monde entier tremble et m'obéisse. Je suis le tonneur de l'Olympe, le maître de la foudre qui déchaîne le feu du ciel. Le berger qui assemble les nuages, comme un berger son troupeau. Zeus pleut, Zeus tonne, disent les mortels. Lorsque je suis arrivé à l'âge que les mortels appellent adolescence, j'ai décidé d'attaquer mon père, Cronos, pour le chasser du trône. Grâce à la drogue vomitive que m'avait donnée ma cousine Germaine métisse, je lui ai fait recracher tout ce qu'il avait avalé. D'abord la pierre, puis les 5 enfants qui m'avaient précédé. C'est avec mes 2 frères, Hadès et Poséidon, que j'ai alors partagé le pouvoir, mais j'ai gardé pour moi la souveraineté suprême. Je suis le maître absolu du ciel et de la terre, le roi de l'Olympe, le père des dieux et des hommes. Puis, j'ai délivré les cyclopes. En remerciement, ils m'ont offert les éclairs de la foudre pour en faire mon arme et mon emblème. Pour m'imposer définitivement, j'ai dû vaincre les titans que j'ai emprisonnés dans le Tartare, puis les géants qui tentaient de s'emparer de l'Olympe. Et enfin, le monstrueux Typhon. Il me faut encore gouverner les Olympiens avec la plus grande fermeté. Frères, sœurs, enfants, ils osent parfois comploter contre moi. Mais je finis toujours par déjouer et punir toutes leurs machinations secrètes. À vrai dire, je n'ai jamais oublié la leçon que j'ai pu tirer des mésaventures de mon grand-père Ouranos et de mon père, Cronos. Pour éviter les coups d'État, mieux vaut surveiller sa famille de très près. C'est pourquoi j'ai empêché Métis, ma première compagne, de me donner un fils. Elle était enceinte, je l'ai avalée. Et c'est une fille, la brillante Athéna, qui a surgi de mon propre crâne. Quant à Thétis, la fille du dieu marin Nérée, je la trouvais bien séduisante, mais je savais que le fils qu'elle mettrait au monde était destiné à dépasser son père. Aussi ai-je préféré la marier à un simple mortel, Pélée, avec qui elle a conçu le grand héros Achille.
Vous avez entendu avec nous un extrait de votre livre, Complètement mytho, donc c'est paru au livre de poche. Je vous en conseille bien sûr la lecture. Je vais aussi en profiter pour présenter d'autres livres que vous avez écrits, parmi votre nombreuse activité éditoriale, des fables traduites d'Ésope, 20 métamorphoses d'Ovide, parmi les nombreux textes que nous a laissé l'Antiquité, donc 2 petits livres pour les collégiens, très agréable à lire dans des traductions très modernes et très vivantes, donc ça n'est pas un travail scolaire, c'est un travail, vraiment une lecture plaisir. Et puis pour les grands, les très grands et leurs parents, un dictionnaire de la mythologie gréco-romaine, et c'est chez Omnibus. Là c'est plus épais, vous voyez la tranche, c'est plus épais mais ça se lit avec délice et ravissement. Donc pour en revenir à Complètement mytho, quels sont les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui commence à se familiariser avec la mythologie, et surtout pourquoi faut-il continuer à parler de mythologie aux jeunes enfants, finalement dès qu'ils sont en âge de comprendre une histoire? Ce sont de belles histoires, de grandes histoires, mais des histoires violentes aussi parfois, des histoires compliquées. Et qu'est-ce qu'elles nous transmettent finalement, toutes ces histoires? Oui, comme vous le dites, ce sont de très belles histoires, legenda, comme on disait en latin, c'est-à-dire que l'on devait lire aux enfants, qui a donné notre mot légende. Ce sont des récits fabuleux, à une époque où les jeunes se passionnent pour l'heroic fantasy, pour des personnages comme Harry Potter par exemple, eh bien découvrir qu'en fait tout était déjà dans la mythologie antique. On voit bien comment Harry Potter réutilise, enfin l'auteur d'Harry Potter réutilise les bonnes vieilles recettes des mythes antiques. Donc je crois déjà cette première démarche qui consiste à retrouver les originaux et à comprendre que les mythes sont une lecture du monde et que le monde est violent, que le monde peut être très beau, mais qu'il y a des forces dans le monde, comme par exemple la nécessité pour le fils de trouver sa place par rapport au père, et pour en revenir à Zeus, la façon dont il a dû chasser son propre père pour pouvoir régner à sa place. C'est une des leçons du mythe. Et instaurer l'ordre après le désordre. Toute la mythologie est une mise en ordre du monde. Une mise en ordre et une lecture qui éveille au rêve. Exactement. Donc je voulais vous remercier, Annie Colonia, d'être venue sur le plateau de TV Liberté. Je vous dis à très bientôt, mais surtout toutes les références de ces livres, vous les trouvez donc sur le blog Chouette un livre, où vous trouverez aussi de multiples livres sur l'Antiquité avec un petit onglet Antiquité. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec Zeus et tous les dieux de l'Olympe. Au revoir. Amis de TV Liberté, bonjour, rebonjour. Nous vous emmenons au spectacle dans cette rubrique L'art en beauté. Nous avons invité Éric Després, qui est l'organisateur, le fondateur de l'association Opéra Academy et qui met en scène très prochainement, je vais vous donner les dates, la Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes chanteur, acteur et donc créateur de cette association Opéra Academy. Oui. Vous avez trouvé qu'il fallait créer vous-même les occasions de... Exactement, c'est-à-dire qu'en fait je suis un passionné du chant lyrique, de l'art lyrique. Et j'avais une toute autre activité puisque j'étais dans l'organisation événementielle et j'ai toujours pris des cours de chant, chanté, fait un conservatoire d'arrondissement, ensuite continué en prenant des cours de chant. Depuis l'enfance? Depuis l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours aimé chanter. Et donc en 2005, après avoir eu une expérience avec des amis ou une réunion pour chanter, etc., j'ai décidé de fonder cette association Opéra Academy, justement pour chanter, pour monter des spectacles, pour se produire.
Et puis, donc cette association a été créée en 2005. Nous avons commencé par donner la mascotte d'Audran, qui est un opéra, un compositeur français qui n'est pas très connu, mais bon, l'œuvre était assez légère et facile à monter. Et depuis 2005... C'est fin 19e? Ah oui, c'est fin 19e, c'est l'époque d'Offenbach également. Et depuis 2005, nous avons donné 13 opéras comiques, opérettes, dont, alors, évidemment des Offenbach, mais également des opéras plus mozartiens comme La Flûte enchantée, Don Juan, le Don Juan de Mozart. Nous avons donné d'Offenbach. Alors qu'est-ce que nous avons donné d'Offenbach? La Fille du tambour-major, La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, des extraits des Noces de Figaro. Et puis, il se trouve que l'année dernière, nous avons rencontré un mécène qui nous a proposé de donner la Traviata avec des chanteurs professionnels. Alors, nous sommes constitués en fait avec un chœur amateur, un orchestre qui réunit des amateurs et des professionnels, et puis des chanteurs chevronnés qui sont des élèves qui sortent du conservatoire, qui ambitionnent de faire une carrière, et tout ça fait un heureux mélange. Nous sommes assistés d'un metteur en scène professionnel, d'une chef de chant professionnelle, d'un chef d'orchestre professionnel. Et l'année dernière, au vu de ce que nous faisions, un chanteur professionnel de renom, qui est en retraite maintenant, qui s'appelle Thierry Dran, nous a proposé de créer la Traviata à l'Espace Cardin avec des chanteurs professionnels, et on a donné ce grand Verdi à l'Espace Cardin, et ça a très très bien fonctionné. Si bien que cette année, je suis revenu à mon compte à l'Espace Cardin en demandant si on pouvait avoir un tarif avantageux pour produire la Grande Duchesse. Ils ont trouvé que ce qu'on avait fait l'année dernière était très bon. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait un prix intéressant, et on peut donner cette année la Grande Duchesse pour 6 représentations dans ce très beau théâtre. Et donc on donnera ces représentations. Je donne tout de suite les dates. 16, 17, 23 et 24 mai à 20h30 et 18 et 25 mai à 15h. Oui. Oui, puis c'est très bien situé, l'espace Cardin. Alors c'est très bien situé, c'est sur les Champs-Élysées. Enfin, on y accède par l'avenue Gabriel derrière. Oui. Donc c'est en plein centre de Paris. C'est un très beau théâtre. Il y a une très bonne acoustique. Il y avait autrefois une fosse d'orchestre. Bon, qui a été bouché comme dans de nombreux théâtres qui ne sont plus des théâtres lyriques. Bon, on enlève la première rangée de fauteuils, on condamne la seconde, on peut placer l'orchestre, il y a des loges, il y a tout ce qu'il faut. Les décors, on les fait nous-mêmes, sous la conduite d'Alberto Nazon, qui est un metteur en scène spécialisé dans la commedia dell'arte, et qui fait lui-même les décors. Donc on achète du bois, on le fait dans une menuiserie, on transporte tout ça là-bas. Les costumes viennent d'une association qui nous loue les costumes à des tarifs privilégiés, mais qui sont de très beaux costumes, qui proviennent d'un fonds de costumes des établissements Faucheux, qui étaient en fait les fournisseurs des théâtres de l'ouest de la France au 19e siècle et au 20e siècle. Ils ont récupéré tous ces costumes, et on trouve des costumes absolument somptueux qui ont servi dans des pièces de théâtre ou des opéras, etc. Et qui ne demandaient qu'à revivre. Et qui ne demandent qu'à revivre. Alors il faut les remettre à la taille, etc. Bon, mais on a une distribution assez importante, puisqu'il y a une 50aine de choristes, et il y a Offenbach. 2 distributions de solistes. Oui, Offenbach, ça demande du monde. Ça demande du monde. La partition est riche. Hein, elle est, alors on va venir à ce texte. Dernier petit détail pratique. Quels sont les prix? Parce que moi je suis effarée. J'ai voulu aller écouter Jonas Kaufmann au Théâtre Royal de Versailles. Je tape sur Internet et je reçois en pleine figure le chiffre de 300 €. Ah non, là, non. Voilà, il y a un petit problème là. Oui, non, à l'Espace Cardin, enfin nous les prix que nous pratiquons vont de 18 à 50 €. Très bien. Ça sent chaque 50 €, c'est le carré or, vraiment. Oui, oui, et 18 €, ce n'est que 2 fois une place de cinéma. Exactement, et la place moyenne est à 30 €. Très bien, très bonne place. très bien. Bon, parfait. Alors, la Grande Duchesse de Gerolstein,
sur votre site, c'est très joli. On dit c'est un peu le jeu de l'amour et du pouvoir, Oui. pastichant la phrase de Marivaux. Oui. Racontez-nous alors cette histoire compliquée. Oui, alors c'est une histoire compliquée, bouffonne, un peu surréaliste, qui se passe dans une principauté, la principauté de Gerolstein, qui est une principauté qui n'est pas située, puisque Gerolstein, on ne sait pas si ça existe. Mais toujours est-il que cette principauté est dirigée par une grande duchesse, qui n'en fait qu'à sa tête, évidemment, qui a tout le pouvoir, et qui, au cours d'une revue militaire, tombe amoureuse d'un soldat. Un soldat du rang, donc qui n'est même pas un soldat de première classe, et elle tombe amoureuse de lui, et elle décide d'en faire le général en chef de son armée, aux grandes dames du général en chef actuel, mais également du baron Grog qui est venu dans la principauté pour présenter le rejeton royal d'une autre cour à la grande duchesse, qui elle évidemment n'en veut pas, qui préfère. Et aux grandes dames de la fiancée du soldat. Et aux grandes dames de la fiancée. Il se trouve que le soldat a une fiancée également. Qu'est-ce qu'elle apprendra par la suite, et donc elle sera jalouse, etc. Là-dessus, il y a le précepteur de la grande duchesse, le précepteur entre guillemets, parce qu'elle est quand même en âge de gouverner, mais disons que son homme de confiance, son conseiller, qui s'en mêle également, qui essaye de la raisonner. Enfin, tout ça donne une comédie riche en rebondissements. Alors, quels sont les grands airs de cet opéra qui est quand même très très célèbre de par le monde ? Il y a l'air le plus célèbre, c'est Ah, que j'aime les militaires, qui est chanté par la grande duchesse, qui est le clou de l'opéra. Il y a l'air du sabre aussi, le sabre de son père. En fait, c'est le sabre qui est le pouvoir, qui est le symbole du pouvoir, et qu'elle veut transmettre au général Fritz, qui est le soldat Fritz qui est devenu général. Elle veut lui donner le sabre de son père en témoignage de son affection, et pour qu'il prenne le pouvoir sur l'armée. Donc ça, ce sont deux grands airs très importants. Et puis il y a un duo qui est très important aussi, très beau, qui commence d'une façon très sentimentale et qui ensuite a une partie beaucoup plus endiablée, qui est le duo Dites-lui. Dites-lui. Entre la grande duchesse et Fritz. Dites-lui qu'on l'a remarqué. Qu'on l'a remarqué, distingué. Exactement. Et ça, c'est un très joli air que nous allons entendre en toute petite partie, chanté par Felicity Lott et Yann Béron. Oui, général, quelqu'un vous aime. C'est une dame de ma cour. N'osant vous parler elle-même, elle me prie à moi de dire Comment vous, la grande duchesse, cette dame est assurément fort intime avec votre Altesse, la chose ne se peut expliquer autrement. Je m'intéresse à son bonheur, et c'est beaucoup d'honneur pour votre serviteur. C'est ma meilleure amie. Eh bien donc, votre amie, que vous a-t-elle dit de moi? Je suis impatient, ma foi. Voici ce qu'a dit mon ami. Quand vous le verrez, je vous prie, dites-lui Quoi donc? ce que vous savez. Dites-lui qu'on l'a remarqué, distingué. Dites-lui qu'on le trouve aimable. Dites-lui que s'il le voulait, on ne sait de quoi l'on
Dites-lui qu'à belle entrevue il m'a plu. Dites-lui que j'en perds la tête. Dites-lui qu'il m'occupe tant, le brigand, tant et tant que j'en deviens bête. Voilà, c'est toujours douloureux d'arrêter Felicity Love, qui chante merveilleusement cet air, parce que vous le dites très joliment, cette femme qui est très décidée, impérative, autoritaire, là devient fragile. Elle est vraiment amoureuse. Fragile, amoureuse. Et livrée elle se livre tout entière. Voilà, oui. Et en fait, elle dit son amour à Fritz, mais en lui disant il y a une personne de la cour qui l'a remarqué, distingué. En fait, c'est elle. Et Fritz ne le sait pas. Et dans la suite du duo, il va lui dire dites-lui. Et c'est un duo endiablé ensuite qui est absolument magnifique et qui change complètement de tonalité. Alors, peut-on citer le nom de vos principaux chanteurs ? Bien sûr. Alors, en fait, il y a une double distribution. Tous les rôles sont doublement distribués. Donc, dans La Grande Duchesse, nous avons Marie Saadi, qui est qui chante dans les chœurs supplémentaires de l'opéra, qui vient du Canada et qui a une voix absolument somptueuse. Nous avons également Virginie Marie, qui chante depuis très très longtemps et qui elle est une amateur mais très poussée, chevronnée. Oui. Et dans les deux Fritz, nous avons Vincent Simonet et Mathieu Justine, qui sont des chanteurs en voie de professionnalisation, c'est-à-dire qui étudient le chant et qui envisagent de faire une carrière et qui tiennent très très bien leur place. Et mon petit doigt m'a dit qu'une certaine Annette Montana était dame de compagnie. Exactement, dans l'opéra, vous avez 4 dames d'honneur, dont Annette Montana. Et comme les amis de TV Liberté l'ont déjà rencontrée, ils seront heureux d'aller la retrouver. Très jolie voix. Elle a une très jolie voix et une grande présence. Beaucoup de présence. Beaucoup de présence. Je l'ai vue sauter sur un piano avec eux dans un spectacle et je ne suis pas revenue. Et elle joue le rôle d'Olga. Alors, je répète les dates, chers amis de TV Liberté, 16, 17, 23, 24 mai à 20h30, en après-midi le 18 et le 25 mai à 15h. Alors, pour réserver, comment fait-on ? On tape Opéra Academy. Non, alors pour réserver, si vous tapez, j'ai pas le numéro de téléphone là, mais Espace Cardin. Si vous tapez Espace Cardin, La Grande Duchesse, vous allez trouver immédiatement et il est dans Pariscope aussi. Il est dans le Pariscope qui paraît aujourd'hui. Très bien. Et il y sera toute la semaine prochaine. Très bien. On va se précipiter pour écouter cette Grande Duchesse. Vous savez déjà quel est le prochain spectacle que vous montez ? Et c'est un spectacle chaque année ? Oui, chaque année. On peut en donner plusieurs. Par exemple, là, à l'occasion de cette Grande Duchesse, on donne également le dimanche matin à 11h, toujours à l'Espace Cardin, on donne Pierre et le Loup. Ah oui. Pierre et le Loup, oui, tout à fait. Et dimanche, on le donne. Alors le dimanche à 11h du matin, le 18 juin et le 25 juin, par l'orchestre des Bagatelles et d'Opéra Academy, toujours dirigé par Romain Dumas, qui est le même chef d'orchestre. Et on donne Pierre et le Loup pour les enfants. Ça, c'est une très très jolie idée. 18 juin. Non. Excusez-moi, 18 mai et 25 mai. Et 25 mai, c'est moi qui ai fourché, donc à l'Espace Cardin. Pierre et le Loup, qui est l'une des plus jolies musiques de... Oh oui, c'est une très belle initiation pour la musique, pour les enfants. Absolument. C'est très, 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 très beau. Absolument. Et on donne également, à cette occasion, l'histoire d'un casse-noisette de Tchaïkovski. On donne les deux pièces, Pierre et le Loup, l'histoire d'un casse-noisette de Tchaïkovski, et dans cette œuvre, Pierre et le Loup, il y a un narrateur qui est là, Ariel Pratt,
des chiffres et des lettres. Vous savez qu'il y a une des animatrices des chiffres et des lettres qui fait partie de notre groupe et qui fera la narratrice dans Pierre et le Loup. Écoutez, merci beaucoup Éric Després. Merci Je à crois vous. qu'en effet, nous n'entendons pas assez, nous n'allons pas assez au théâtre pour écouter de la musique et pour écouter du chant. Oui. Parce que je crois que le chant épanouit infiniment, Tout à fait. le chant soulève l'âme, emporte l'âme, et que nos contemporains devraient davantage l'utiliser. Oui. Et là, peut-être qu'il y a quelquefois le coût des places qui peut être... qui arrête, mais et là, il n'y a pas de vous avez raison. un véritable opéra Là, vous avez... pour un coût de place qui est quand même pas peu élevé, sachant que nous nous autoproduisons entièrement et qu'on ne vit... Enfin, on ne fait pas de bénéfices, puisque c'est une association, mais que notre seule source de financement est la vente du prix des places. Bien sûr, bien sûr. Pour rebondir et repartir ensuite sur un autre spectacle. Merci beaucoup Éric Després de cette très belle initiative. Et nous ferons tout pour faire connaître ce beau spectacle auquel j'invite les auditeurs et téléspectateurs de TV Liberté. À très bientôt, chers amis de TV Liberté, pour une nouvelle séance de défense du patrimoine. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, nous entamons notre rubrique « Touche pas à mon patrimoine » et nous avons la joie d'avoir un invité de marque en la personne de la petite fille de Maurice Denis. Et je laisse à Maxime Gabriel le soin de la présenter. Vous parliez de symbolisme tout à l'heure pendant notre rubrique Cinéma, ma chère Anne. Et le symbolisme, c'est un sujet aujourd'hui, puisqu'effectivement nous recevons Claire Denis, une des petites filles de Maurice Denis, mais une de celles qui s'occupe de son œuvre avec qualité et acharnement. Alors, Claire Denis, bienvenue sur TV Liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots en préambule sur Maurice Denis, l'homme et son œuvre ? Les dates de Maurice Denis, il est né en 1870 et il est mort d'un accident, donc en pleine activité, en 1943. 1870, ça veut dire que quand il est né, on était dans une peinture académique et très réaliste. L'impressionnisme étant une forme du réalisme extrême, on va dire. Et Maurice Denis a souvent parlé de la bourrasque qui avait secoué l'art français en 1890, quand il avait 20 ans. Et effectivement, on est passé, très schématiquement, de la représentation de la réalité, sous différentes formes. On est passé de la représentation de la réalité extérieure à la représentation de la réalité intérieure. C'est ça le symbolisme. Le symbolisme, c'est de représenter une réalité intérieure non matérielle et de la représenter par des moyens matériels que sont les formes, les lignes, les couleurs et accessoirement les sujets. Absolument. Donc il a fait partie de cette génération révolutionnaire, pourrait-on dire, de symbolistes. On peut peut-être aussi préciser que c'était aussi un homme, un croyant, un homme qui était aussi très, très engagé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? J'aurais voulu, si vous voulez bien revenir un instant sur ce qu'on disait avant. Maurice Denis est encore actuellement très connu parce qu'à 20 ans, étant porte-parole de son groupe d'amis qui sont devenus les Nabis, à 20 ans, il a écrit une phrase hyper célèbre, mais que je vous recite comme référence, si vous voulez. Il a dit « se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblé. » Donc, on a souvent cité cette phrase comme étant annonciatrice du non figuratif, et ça l'est peut-être dans l'esprit des jeunes qui ont entendu ça et qui l'ont transformé ensuite. Pour lui, il est toujours resté au sujet, mais le sujet, encore une fois, sujet intérieur exprimé par des formes extérieures et par la matérialité de l'œuvre.
C'est ce que je voulais dire encore. Alors, peintre croyant, oui, c'est certain. Depuis qu'il était enfant, Maurice Denis, en construisant ça tout seul, parce que c'est ni son père ni sa mère sa mère avait un peu la foi du charbonnier, si vous voulez. Son père était plutôt, avait une bonne distance avec tout ça. Lui a toujours rêvé d'être peintre, et très vite, à 13 ans, il a découvert dans un bouquin Fra Angelico. Il n'était jamais allé au Louvre, il est allé ensuite au Louvre. Et donc il a rêvé pendant longtemps d'être un Fra Angelico, un peintre chrétien, un peintre moine, même avec ce que ça a pu poser comme question pour lui dans le développement de sa vie. Quand il a commencé à rencontrer des jeunes filles et à leur trouver beaucoup de charme, mais en même temps, il voulait faire des peintures spirituelles et des peintures d'église, des peintures murales. Et ça a été une de ses données depuis le départ, on va dire. Depuis le départ, et d'ailleurs, la première a été celle de l'église du Vésinet. Alors il a eu la chance, il a fait beaucoup de tableaux symbolistes, mais la première décoration d'église qu'il a eue, c'est effectivement celle du Vésinet, qui lui a été confiée, coup de chance, par un ancien vicaire de Saint-Germain qu'il avait connu gamin et qui était devenu curé du Vésinet. Et donc il a fait 2 décors au Vésinet. Premièrement, un décor dans un collège Sainte-Croix du Vésinet, où il a fait une grande décoration de fond d'hôtel, décoration qui a été très vite arraché à cause des lois sur les congrégations. Donc on lui a dit on doit abandonner ce local si vous voulez récupérer votre décoration. Allez-y, c'était bien rusé. Il a dû débaroufler en pleurant. Et ce décor, après différents avatars, est actuellement au musée d'Orsay, fait partie des collections du musée d'Orsay. Donc c'est un grand et beau décor. Et Orsay va nous prêter une partie de ce décor pour l'expo qui est organisé au musée Maurice Denis à Saint-Germain à l'automne. Et puis, dont nous dirons un mot tout à l'heure. Voilà. Et deuxièmement, il a décoré l'église Sainte-Marguerite de Vésinet, et ça, c'est toute une autre histoire. Oui, alors c'est une église qui en plus vient d'être restaurée puisqu'elle a brûlé il y a quelques années. Et du coup, on a réussi à sauver une partie des décors de Maurice Denis. Vous m'arrêtez si c'est une église qui, est, dans sa structure même, est très intéressante parce qu'elle a été construite avec des procédés de béton penché. La toute première église en béton penché, donc liée à l'histoire même du Vésinet, qui est une ville entièrement de construction récente. Mais ça, on ne peut pas s'embarquer dans l'histoire du Vésinet. Et donc, cette église a d'abord été construite avec une nef, un chœur, des vitraux, et ensuite, dans un deuxième temps, ont été construits un déambulatoire et 2 chapelles. Et Maurice Denis a été chargé de la décoration des 2 chapelles et du déambulatoire, y compris vitraux. Et c'est une de ces chapelles-là qui a brûlé, une seule. Voilà. Et donc ça, on était au tout début du XXe siècle, je crois qu'on était en 1900, 1901. 1901 pour la chapelle de la Vierge par laquelle il a commencé, 1903 pour la chapelle du Sacré-Cœur et des ambulatoires, oui, tout à fait. On va dire 1900 pour arrondir. Et alors, outre de nombreux décors aussi privés, puisqu'il a aussi décoré des hôtels particuliers, il a eu décoré le théâtre des Champs-Élysées, mais vous me disiez en préparant cette émission que cette carrière, cette passion de décorateur d'église a été pendant longtemps mise en sourdine puisqu'il n'a pas eu de commande pendant 25 ans, 30 ans et c'est seulement à travers une église en Suisse qui est maintenant classé monument historique, Saint-Paul de Genève, qui s'appelle Saint-Paul de Genève, à Genève, qui est en 1930, 1931. Ah non, à la guerre avant la guerre de 14. Donc juste avant la guerre je voulais vous interrompre sur votre. J'ai dit une bêtise. Oui. En tout cas, pendant une quinzaine d'années, donc il n'a rien fait, en tout cas de ce point de vue-là, et il a renoué ensuite avec la décoration d'église, puisque parmi beaucoup d'autres, il y a celle de Genève qu'on vient de citer à l'instant. On peut citer notamment Saint-Louis de Vincennes, qui a été construite en 1914 et qu'il a décoré quelques années plus tard, une église qui fête son centenaire. On en dira un mot en fin d'émission. Et puis une église très connue et admirée aujourd'hui, qui est celle des Frères Perret au Raincy. Donc une église moderniste, merveilleuse par ses couleurs et sa lumière. Et ce que les gens ne savent pas bien souvent, c'est que c'est Maurice Denis qui a réalisé les vitraux. Et donc qui est le monsieur Lumière, d'une certaine manière. C'est un peu plus compliqué l'histoire du Raincy. Alors on veut en parler tout de suite si vous voulez, peu importe. Effectivement, l'architecture c'est un mur de lumière extraordinaire et donc les vitraux ont été confiés dans la réalisation à Marguerite Turé, qui était un peintre verrier qui a travaillé pas mal avec Maurice Denis, et Maurice Denis a été chargé de faire les motifs
figuratif et d'intervenir sur les choix de couleurs aussi. Mais c'est Maurice Denis, mais c'est beaucoup Huret là. Alors que dans beaucoup d'autres cas où il a fait des vitraux, il a fait une 60aine de vitraux. Dans beaucoup de cas où il a fait des vitraux, il est intervenu non seulement pour faire les cartons. Souvent les peintres font les cartons et disent au verrier débrouille-toi avec ça. Là, lui, il est intervenu dans le moindre détail de la forme du plomb, du tracé, du choix des verres. C'était un matériau qui l'intéressait beaucoup. Il faut dire que c'était Donc aussi... il y en a des quantités d'endroits. Oui, et c'était aussi un peu un touche-à-tout, puisque évidemment il était peintre, il était décorateur, il était vitrailliste à ses heures, il dessinait, bien entendu, il a illustré aussi beaucoup d'ouvrages, et vous me disiez que rien qu'en peinture, il y avait au moins 3000 œuvres de Maurice Denis, puisque vous avez, avec Fabienne Stahl, qui est une jeune historienne merveilleuse et qu'on salue, réalisé un catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis, qui est accessible d'ailleurs sur le site www.mauricedenis.com, et donc plus de 3000 œuvres qui sont pour la plupart dans des collections privées, et certaines sont dans une maison très attachante de Saint-Germain-des-Prés, qui est le prieuré, comme on dit. Sauf que Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, oui, pardon, désolé. C'est mon côté babacou, l'année 50 qui ressort. De Saint-Germain-en-Laye, qui a été la maison de Maurice Denis pendant presque toute sa vie, ou vous-même vous êtes... Non. C'est une maison qu'il a achetée en 1914. Qu'il a achetée en 1914. Mais en fait, il habitait tout autour, dans des petites locations tout autour, et c'était un bâtiment un peu abandonné et qui dépendait du curé de Saint-Germain, aussi à cause de la suite des problèmes des lois sur les congrégations. Et Maurice Denis y a travaillé pas mal avant même d'y habiter. Et notamment quand il a fait le théâtre des Champs-Élysées, immense décor pour lequel il fallait avoir un local énorme. Il a dit à Perret, moi je peux pas vous faire j'ai pas l'endroit pour faire ce décor. Et Perret et Gabriel Thomas lui ont dit, on va vous construire un atelier, trouvez un terrain, on vous construit un atelier. Et donc il s'est mis d'accord avec le curé, et l'atelier de Maurice Denis a été construit sur le terrain du prieuré, mais sur le terrain d'autrui, avec le fait de se dire, on ne sait pas ce que ça va devenir après. Donc, est-ce que, madame, il a eu une école à proprement dit? Parce que je connais bien un grand peintre qui parlait beaucoup de Maurice Denis, dont il avait été l'élève. C'est Philippe le Jeune, qui nous a quittés il y a 10 jours. Et bien évidemment, il y a une grande communion entre leurs deux œuvres. J'ai beaucoup aimé Philippe le Jeune et admiré Philippe le Jeune et l'authenticité de ses paroles et de ses émotions artistiques, je veux dire. Donc c'est un peu triste de penser au départ de Philippe le Jeune. Mais pour répondre plus généralement, vous avez évoqué un certain nombre de choses faites par Maurice Denis. On a aussi 3000 photos faites par Maurice Denis, par exemple. Bon. Mais il a aussi beaucoup écrit, beaucoup échangé et beaucoup enseigné. Il a enseigné. Mais il a enseigné d'abord à l'Académie Ranson, on va dire entre 1908 et la guerre de 14, où il a eu beaucoup d'élèves étrangers. C'est où l'Académie Ranson? C'était, il y a eu deux adresses, peu importe, à Paris. Hein. À Paris. Ranson étant un des peintres nabis du groupe de Maurice Denis. Et je me souviens par exemple d'avoir un jour entendu à une émission de José Arthur, comme vous vous souvenez, dans la nuit, José avait invité Fritz Lang, et Fritz Lang a dit, j'ai été élève de Maurice Denis. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, Maurice Denis a eu beaucoup d'élèves étrangers par l'Académie Ranson qui recevaient des gens pour 3 mois, 2 mois, 6 mois, des étrangers, quoi. Ensuite, ils ont fondé avec des Vallières, et après la guerre, juste après la guerre de 14, ils ont fondé les ateliers d'art sacré, qui avaient la perspective de former des jeunes pour les reconstructions des églises démolies pendant la guerre. Et ces ateliers d'art sacré ont eu toute une histoire. Des Vallières y a joué un grand rôle. Et ces ateliers d'art sacré ont eu toute une histoire, Philippe le Jeune étant à la fin de cette histoire. Voilà, il a connu Maurice Denis à la fin de cette histoire. Donc il a beaucoup enseigné, eu une grande influence en France, sur des peintres, Lafresnais, Bissière, qu'on n'imaginerait pas avoir été liés à Maurice Denis dans leur jeunesse, couturier.
Absolument. Le père Couturier, qui a travaillé avec Maurice Denis aussi beaucoup, même si ensuite ils ont pris des directions différentes. Hein. Et beaucoup d'étrangers aussi, c'est quelque chose qui est en train de se découvrir actuellement. Voilà. On redécouvre l'œuvre de Maurice Denis, on redécouvre aussi les bâtiments faits par Maurice Denis, parce que, outre un peintre, et on aurait pu, s'il avait été encore vivant, l'inviter dans l'art en beauté, mais c'est aussi un homme de patrimoine, hein, son engagement sur les ateliers de l'art sacré, je pense le Oui, mais il y a d'autres... Alors j'en cite deux dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Maurice Denis s'est battu pour le maintien de la maison de Gustave Moreau, et Maurice Denis s'est battu pour le maintien de l'atelier de la Croix. C'est vrai. Et nous nous sommes battus pour le maintien du prieuré de la maison de Maurice Denis à Saint-Germain, qui a été transformé en musée. Qui est un musée charmant et qui le principal musée consacré à Maurice Denis dans le monde, même si on peut le voir au musée d'Orsay. Il y en a beaucoup à Orsay aussi, mais il y en a beaucoup dans beaucoup d'endroits. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi. Tous les jours sauf Absolument. le lundi. Et voilà. vous-même, vous avez un attachement pour cette maison, puisque vous y êtes né, en tout cas vous y avez passé les premières années de votre vie. Tout à fait, oui. Avec votre grand-père, Maurice Denis, et votre papa qui était son fils. On peut peut-être, après ce prieuré, dire un tout petit mot, puisqu'on arrive à la fin de notre temps, un tout petit mot sur la Société des Amis de Maurice Denis que vous venez de créer, qui a un site internet qui s'appelle www.amimauricedenis.org. Vous me disiez que le site n'était pas encore terminé, donc chers amis de TV Liberté, vous irez dans 2 semaines le visiter. Alors quelle est la vocation de cette Société des Amis de Maurice Denis ? La vocation des Amis de Maurice Denis, c'est de soutenir en général l'œuvre de Maurice Denis, bien sûr, mais c'est aussi de s'occuper des musées qui ont des œuvres de Maurice Denis, celles-là et d'autres. Et au prieuré, on n'en a pas parlé, mais je le fais quand même en parenthèse, la grande chapelle a été décorée par Maurice Denis. C'est un ensemble merveilleux. Il y a la chapelle des vitraux, enfin c'est un ensemble tout à fait intéressant, et son atelier, bien sûr. Donc on a envie de veiller davantage et d'aider davantage aussi les différents musées qui ont les œuvres de Maurice Denis. Je pense à Reims, par exemple, il y a tout un décor de Denis à Reims, et donc le musée de Reims s'occupe de retrouver les anciens dessins, les anciens calques préparatoires, etc. Et puis également de promouvoir des publications autour de l'œuvre de Maurice Denis. Alors on rappellera quelques monuments à visiter pendant les beaux jours du mois de mai. Donc vous irez revoir l'église Sainte-Marguerite du Vésinet, vous irez voir le musée Maurice Denis et sa merveilleuse chapelle à Saint-Germain-en-Laye, cette fois-ci je ne me trompe pas. Vous irez voir ou revoir le théâtre des Champs-Élysées, c'est aussi l'occasion d'aller voir une jolie pièce avec cette belle coupole décorée par Maurice Denis. On pourrait aller voir le siège de la Société des Nations, mais c'est un petit peu loin. On ira voir l'église des Frères Perret au Raincy, qui est une ode de modernité qu'il ne faut pas rater. Et enfin, Saint-Louis de Vincennes, qui fête son centenaire, une église qui a été partiellement décorée par Maurice Denis et qui cherche des mécènes pour restaurer un certain nombre d'éléments de décor. Donc en plus, c'est l'occasion de faire une bonne action. Voilà, merci beaucoup. Et de trouver un plaisir, parce qu'ils font le vendredi 23 mai, vendredi soir, ils donnent un concert à Saint-Louis de Vincennes, auquel vous seriez tous invités. Voilà, merci. Donc le 23 mai à l'église de Vincennes. Merci beaucoup Claire Denis de nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui nous rejoindre pour nous parler de ce peintre qu'on aime beaucoup et qui était aussi un homme de patrimoine, comme quoi tous les arts sont liés. Absolument. Merci Claire Denis, et vous êtes chez vous pour venir nous prévenir de toute action de votre nouvelle association. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, cher Maxime Gabriel, à très bientôt pour une nouvelle chronique de Perles de Culture.